voit déjà un patrimoine qui est impressionnant, 4,5 millions d'euros. C'est beaucoup plus embêtant, ou en tout cas c'est vraiment un paramètre dont il faut qu'on tienne compte pour des sujets patrimoniaux. Mais sur des montants qui sont stratosphériques, surtout si on le met en face de l'âge de la personne qui fait appel à nous aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Corentin Huet et je suis le responsable de Finary One, qui est la gestion privée de Finary, accessible à partir de 500 000 euros à investir. Aujourd'hui, j'accueille Romain, qui est un nouveau membre de l'équipe et qui est ingénieur patrimonial. Bienvenue Romain, c'est quoi un ingénieur patrimonial ? Salut Corentin. Un ingénieur patrimonial, c'est vrai que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Globalement, c'est quelqu'un qui apporte du conseil à une clientèle sur tous les sujets juridiques et fiscaux qui concernent la gestion de leur patrimoine. Donc c'est très large, ça couvre ce que font des notaires, des avocats, des experts comptables. On se prive pas, l'idée c'est d'apporter de la valeur ajoutée et surtout d'aider le plus possible nos clients pour atteindre leurs objectifs. Ok, et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider une créatrice de contenu qui cherche à ralentir sans s'appauvrir. Elle nous a partagé son patrimoine et on voit déjà un patrimoine qui est impressionnant, 4,5 millions d'euros. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'accompagner peut-être dans ce type de profil. Non, c'est assez particulier. On verra en plus son âge. C'est une personne qui a 33 ans. Wow. Donc c'est vrai que déjà ce qu'on peut voir, un patrimoine constitué d'à peu près 4,5 millions brut à 33 ans, c'est quand même vraiment une belle réussite. Mais non, je pense que c'est une typologie de clients, une typologie d'investisseurs un peu particulier, donc on va en parler un peu plus spécifiquement. Ok, génial. Il y a des particularités sur ce type de profil, typiquement des contraintes dans les investissements. On avait fait une vidéo sur les radiologues qui avaient des vraies contraintes de réinvestissement, par exemple, dans leur société. Est-ce que c'est le cas de ce type de profession ou pas du tout ? Non, pas vraiment. Okay. Pas vraiment. On parle pas en l'occurrence de profession libérale. Et ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus embêtant, ou en tout cas, c'est vraiment un paramètre dont il faut qu'on tienne compte pour des sujets patrimoniaux, pas que en matière d'investissement, mais beaucoup plus largement. En l'occurrence, créatrice de contenu comme c'est le cas aujourd'hui, non, on n'a pas de contraintes particulières. Donc justement, c'est ce qui explique qu'elle ait pu faire autant de choses dans sa société et ça nous ouvre justement beaucoup de possibilités à travailler. Ok, donc aujourd'hui, on a un patrimoine brut de 4,5 millions et un patrimoine net de 3,7 millions. On voit que c'est la partie évidemment immobilière qui est leveragée, donc sur lequel il y a eu un crédit qui a été consenti avec 560 000 euros d'immobilier en net. C'est énorme, on est sur des montants qui sont stratosphériques, surtout si on le met en face de l'âge de la personne qui fait appel à nous aujourd'hui. 33 ans, on va le voir peut-être dans les cash flows, mais ça va être assez important à mon avis, les cash flows et l'épargne du coup mensuelle de cette créatrice de contenu. Donc on voit qu'elle a 33 ans, en couple, ni pacsé ni mariée, sans enfant, jusque-là assez classique finalement. Elle a commencé sa carrière de créatrice de contenu lifestyle depuis quelques années, au début par passion, puis ensuite à titre professionnel, et on voit que le professionnel a plutôt bien marché, en tout cas quand on regarde son patrimoine, sa réussite financière. Côté revenu, 3 800 euros par mois, ça me paraît pas beaucoup pour le patrimoine global de cette personne-là. Bah là on voit typiquement que c'est une personne qui a vraiment arbitré entre quel est vraiment le flux dont j'ai besoin pour financer mon train de vie. Les sociétés sont justement, on va en reparler, mais les sociétés sont faites pour ça, notamment les sociétés holding. Donc là, il y a finalement relativement peu de besoins. Alors après, tout est relatif, mais en comparaison avec tout le capital et toute la trésorerie qui s'est constituée et concentrée dans la société, c'est vrai que les 3 800 euros, on voit que c'est vraiment pour financer le train de vie, les dépenses de la vie courante, et finalement, c'est peu par rapport au reste. Ouais, donc c'est probablement les courses, le loyer, et tout le reste est épargné à travers la holding. Exactement. Ok. Alors c'est quelqu'un qui vit en région parisienne, pas de projet de déménagement à court ou moyen terme, mais je ne me projette pas pour autant y vivre toute ma vie. Alors, est-ce que c'est un départ à Dubaï, comme on en entend beaucoup parler pour les créateurs de contenu, en l'occurrence les créatrices de contenu? Est-ce que c'est rester en France? Ça peut avoir des gros impacts patrimonialement, fiscalement, etc. Ouais, beaucoup. Ok. Beaucoup, et en fait, typiquement, c'est des sujets qu'on évoque beaucoup avec les clients qu'on rencontre, parce que ça peut à la fois complexifier des projections, des projets de vie, mais c'est surtout quelque chose qui doit être vraiment correctement mûri. En fait, il ne faut pas intégrer uniquement des dimensions de fiscalité ou des sujets d'investissement. Il faut que ça corresponde vraiment à un projet de vie à part entière. Donc, on passe beaucoup de temps avec nos clients à discuter de choses comme ça pour comprendre potentiellement quelles sont les vraies raisons, tu vois, qui poussent une personne à vouloir s'expatrier. Des fois, c'est pour rejoindre des proches. Des fois, c'est pour aller chercher une culture particulière. Et en fait, on essaie de démêler un petit peu tous ces paramètres pour savoir quelles peuvent être les implications patrimoniales. Et en l'occurrence, on va le voir après en déroulant un petit peu le détail du patrimoine de notre influenceuse, mais quand on a du patrimoine qui est significativement investi ou en tout cas situé en France, c'est sûr que ça peut compliquer l'approche. Ok. Donc un vrai sujet auquel on fera attention là pour la suite de cette analyse de patrimoine. Ces premiers pas dans l'investissement, j'ai envie de dire assez classique. Une famille accès immobilier uniquement. Moi, je sais que on rencontre beaucoup de personnes et moi, c'était mon cas à titre personnel. Ma famille était très axée sur de l'immobilier. C'est un peu le cas de la famille nucléaire française par excellence, qui a découvert la finance, notamment via Finary, qui a joué un rôle central dans son apprentissage. Merci déjà pour le message. Depuis 2 ans, je travaille avec un CGP indépendant. Donc un CGP, c'est un conseil en gestion de patrimoine. Donc ni une banque, ni un family office, ni une banque privée. Donc un indépendant. Ça a clairement changé ma vie et mes investissements. Avant lui, mon ancien CGP m'avait fait souscrire plein de SCPI
s'est payé, ça s'est révélé être une très mauvaise idée. Bon, comme dans toutes les professions, je dirais, il y a du bon et du moins bon. On va voir les effets peut-être néfastes de ce précédent CGP sur ton patrimoine actuel, mais c'est un point à suivre. L'objectif, il est très clair, 7 000 € par mois net, donc j'imagine net de fiscalité, net de frais, net finalement. C'est comme ça qu'on l'a interprété, ouais. Avec un objectif donc de 7 000 € net par mois pour du moyen long terme, sans impacter mon capital afin d'envisager une vie de famille sans pression financière. Donc ce qu'elle dit, cette influenceuse, c'est que son métier, il est très énergivore. On accompagne quelques influenceurs et influenceuses chez Finary One, et c'est vrai que parfois c'est toute une équipe qui est derrière le projet, parfois 6 personnes, 7 personnes. On comprend que c'est une vraie gestion de société, finalement, comme une société opérationnelle. Donc son objectif à cette influenceuse, c'est 7 000 € par mois net. Donc c'est un revenu passif, souvent un objectif qui est partagé par cette génération de trentenaires. 7 000 € par mois net, quand on a une holding, quand on investit aussi à titre personnel, c'est pas les mêmes implications, j'imagine, fiscales. Non, en fait, c'est vrai que c'est finalement, en fait, trentenaires, oui et non, parce qu'on a beaucoup parmi nos clients, tu vois, des professionnels qui travaillent un temps donné, qui parfois se fatiguent, parfois ça peut être source de stress, etc., et qui ont envie de se projeter avec le patrimoine qu'ils ont constitué sur comment est-ce que finalement je vais pouvoir ralentir un petit peu la cadence en me constituant, en conservant mon rythme de vie, avec une notion de budget qui est hyper importante pour les investisseurs qu'on accompagne. Mais c'est vrai que cette notion de projection de qu'est-ce que je vais pouvoir générer comme revenu complémentaire pour financer mon train de vie, il faut vraiment détricoter tout ça finement parce que ça va dépendre des sources de revenus, ça va dépendre des classes d'actifs dont on parle, et puis évidemment, t'en parlais, ça va dépendre du traitement fiscal de tout ça. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup de patrimoine qui est investi et finalement capitalisé avec dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, mais tout ça capitalisé dans une société. Donc il va falloir qu'on décompose un petit peu tout ça pour voir à quel point aujourd'hui notre influenceuse, elle a cette fameuse indépendance qui visiblement en fait c'est un point central, la manière dont elle a évoqué ses objectifs, c'est le point central, c'est cette indépendance financière lui permettant de réduire progressivement la cadence professionnelle, quoi. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder peut-être sa stratégie aujourd'hui. Il y a une question qui est en gras, qui est: est-ce qu'il faut stopper l'immobilier? On va d'abord regarder son cash flow, parce que pour arriver mine de rien à 4 millions, plus de 4 millions d'euros de patrimoine brut, il faut un cash flow qui est quand même assez conséquent, évidemment, surtout quand on part de rien. C'est une personne qui a été certifiée sans héritage. Donc côté investissement, alors là on est sur le cash flow qui est peut-être moins pertinent, mais qui est le cash flow à titre personnel, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on a des revenus qui sont de 3 800 € par mois, des investissements avec actions, assurance vie, crypto, jusque-là rien de très exotique. Non, là on a une vision qui commence à être un petit peu à la fois détaillée, mais finalement assez partielle des flux, parce que la notion de revenu, déjà comme on le disait tout à l'heure, c'est les revenus qui sortent de sa société holding. Donc c'est pas toute la trésorerie qui est on va dire excédentaire liée à son activité d'influenceuse. Cette partie excédentaire, c'est capté dans la société. Là, la partie salaire, c'est vraiment ce qui sort de sa société pour être récupéré en perso à titre physique. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, l'intuition qu'on avait émise au début, elle s'est plutôt vérifiée, parce qu'on a 3 800 € de salaire. Et finalement, c'est uniquement pour la vie courante. Il y a assez peu d'investissement. On voit qu'il y a un taux d'épargne qui est de 13%, parce qu'en fait, le taux d'épargne, il n'est pas au niveau de la personne physique, il est vraiment au niveau de la holding et donc l'étage du dessus. Ouais, donc là, c'est vraiment le schéma classique, comme on le disait tout à l'heure, de l'essentiel de ce qui sort de la société, en fait, c'est pour financer le train de vie. Donc oui, les 13%, c'est parfaitement cohérent. Ça sert pas tant à constituer du patrimoine, ça sert, on le verra après, je pense, mais ça sert à constituer des petites poches de liquidités qui sont parfaitement disponibles et qui sont pas détenues au travers de sociétés. C'est hyper important de raisonner comme ça. Et l'excédent en fait de la trésorerie, il est pas visible à ce niveau-là, il est visible au niveau de la société holding, et c'est surtout tout le stock qui a déjà été constitué depuis. Ok, sans plus attendre, moi je vous propose de passer au détail du patrimoine et d'aller regarder ce qui a été fait par cette influenceuse. Alors, dans les grandes masses, on voit évidemment, et c'est sans doute le réflexe Finary, plus d'actions que d'immobilier, c'est assez rare et il faut le souligner. Donc 2,2 millions d'actions, c'est énorme, 49% du patrimoine, suivi de près par de l'immobilier. Alors c'est des montants, on a vu, qui sont en brut à ce stade, 1,3 million. Des autres actifs, je serais curieux de voir ce qu'on va avoir. Je propose de nous concentrer sur la première partie, qui est la partie actions et fonds. Dans cette partie-là, ce qu'on observe déjà dans un premier temps, c'est que le premier placement et le premier détenteur de ce compte titre, Swissquote, c'est un acteur suisse qui est d'ailleurs un partenaire de Finary One, c'est détenu par la holding. Donc c'est un compte titre qui est utilisé par la holding pour investir, sur lequel on a assez peu de plus-value, finalement, 3,4%. Est-ce que la grille de lecture, je dirais, fiscale et juridique pour des investissements à travers une holding, elle est différente que celle pour un particulier, par exemple, qui ouvre un compte titre? Est-ce que c'est la même fiscalité ou... Clairement, ça n'a rien à voir. Et tu le sais, on le travaille très souvent avec nos clients. La grille de lecture, elle est complètement différente, parce que là, on parle d'une société, premièrement. Donc déjà, dans une société, on n'y fait pas forcément ce qu'on veut, mais d'un point de vue patrimonial, ça pose pas trop de problèmes sur ce genre d'investissement. Mais surtout, c'est les règles, effectivement,
effectivement fiscale. On passe d'une personne physique avec des règles d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, etc., à des règles impôt sur les sociétés. Donc l'approche est complètement différente. Et c'est vrai que d'ailleurs, la chose qu'il faudrait pas forcément faire, c'est de dupliquer ce qu'on fait en personne physique au niveau d'une société holding. Donc non, l'approche, elle est complètement Pourquoi il faudrait pas le faire ? Parce qu'en fait, on peut s'attendre dans certains cas à avoir de la fiscalité là où finalement il n'y en aura pas, ou alors à l'inverse. Et donc, il faut rentrer dans le détail. Les règles de l'impôt sur les sociétés ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Il y a des mécanismes, je te donnerai un petit peu de détails par la suite. Regarder directement ce qui a été fait dans ce compte titre, mais il y a un point qui est intéressant là sur ce compte titre et sur la fiscalité notamment du compte titre à l'impôt sur les sociétés, c'est que la fiscalité dépend de l'actif, du type d'actif dans lequel on investit. C'est-à-dire que c'est pas une fiscalité comme pour les particuliers qui dépend de l'enveloppe uniquement, mais qui dépend aussi du type d'actif dans lequel on investit. Exactement. Alors il y a certaines choses qui sont à nouveau là on parle d'une société, de l'impôt sur les sociétés, donc il y a des choses qui sont homogènes. Par exemple le taux, on n'aura pas beaucoup de surprises quand c'est des sociétés qui investissent. Tu sais, on a une première partie de l'IS, c'est 15%, puis c'est essentiellement à 25%. Donc restons sur le taux de 25% qui va être appliqué sur la totalité des investissements qui sont faits dans le cas de notre influenceuse. La grosse différence, ça va être le moment où on va devoir payer de l'impôt sur les sociétés. Et là, effectivement, dans le compte titre, on parle pas du tout d'une enveloppe fiscale spécifique, on parle d'un compte qui est purement transparent d'un point de vue fiscal. Et donc, la logique, c'est effectivement de regarder ligne par ligne, est-ce que c'est un ETF, est-ce que c'est un fonds d'investissement. Et là, dans son cas, donc on est sur des ETF. Ouais. Comment ça fonctionne l'imposition des ETF sur une société qui a l'IS ? Sauf des cas un petit peu particuliers, les ETF, on va les rattacher à des fonds d'investissement. Traduction juridique et fiscale à des OPC, à des organismes de placement collectif. Et fiscalement parlant, en fait, c'est un petit peu piégeux parce que la logique fiscale, c'est d'imposer au fil de l'eau toutes les plus-values et les moins-values latentes. Et donc, la logique, c'est quoi ? C'est que si on a un ETF qui performe bien une année plus de 10%, par exemple, de performance latente, on n'a même pas vendu l'ETF, mais par contre, à la fin d'année, on se rend compte que notre ETF, il a performé de plus de 10%, et ben, sur le résultat de la société, on va devoir intégrer un gain de 10% alors même qu'on l'a pas encore réalisé. Donc ça veut dire qu'on a comme la fiscalité qui vient d'être mise en place là aux Pays-Bas, qui est une fiscalité sur les plus-values qui n'ont pas été réalisées quand on investit dans un ETF, par exemple dans un compte titre en tant que holding. Exactement. Donc ça, il faut le déclarer. Ça veut dire que là, si on prend cet exemple-là, donc 44 000 € de plus-value, mettons que ce soit sur une année, ouais. En décembre, si j'arrête mon exercice en décembre, je rajoute ça à mon résultat imposable. Oui, si on a que des ETF, c'est effectivement comme ça que ça doit se traduire. Et donc, la logique, tu t'en doutes bien, c'est que si on a un coût fiscal sur ce gain latent, ça veut dire que le paiement de l'IS, il doit venir d'une poche qui va pas servir de la même manière à produire des intérêts. Donc, en gros, c'est une perte de gain potentiel. Donc, ça veut dire quoi en synthèse ? Ça veut dire que la capitalisation sur des investissements en ETF, sur des comptes titres, elle est clairement moins efficace. Puisque ça veut dire que tous les ans, le gain, il va être amputé d'environ 25% d'IS. Ce qu'on voit sur le côté analyse, c'est que plutôt optimisé, côté frais, 0,18%, c'est vraiment très faible. Côté diversification, rien de très étonnant, plus d'États-Unis que d'Europe. Ce qui va être assez intéressant, c'est que sur la partie donc plutôt financière du compte titre, donc déjà, on a un choix d'actifs qui est l'ETF, qui peut être pertinent dans le cadre du compte titre, mais qui fiscalement a des implications qui sont pas neutres. Pas vraiment de commentaires sur la partie financière, c'est assez classique, c'est intéressant d'avoir pris de l'or. C'est aujourd'hui une classe d'actifs qu'on voit trop peu dans les portefeuilles des clients qu'on accompagne chez Finary One. Petite spécificité que j'arrive pas trop à expliquer, petite décision peut-être qui a été prise par cette influenceuse, c'est les deux MSCI World. Il n'y a pas d'intérêt fiscal à en avoir deux, sachant que c'est vraiment la même chose, on est d'accord ? Fiscalement parlant, ça va être traité de la même manière. Après, c'est vrai que c'est plus la partie allocation d'actifs. Est-ce que c'est pertinent d'avoir cette redondance ? C'est pas sûr. Peut-être pour diversifier à la limite l'asset manager. Bon, si Vanguard et Amundi font faillite, je pense qu'on se posera d'autres questions que sera peut-être au chômage. Si MSCI va bien. Ok, après un peu d'obligataire à travers des ETF, c'est dommage parce que ce qui est intéressant, c'est que sur cette classe d'actifs obligataires, prendre des lignes en direct, ça implique une fiscalité qui est uniquement sur le détachement des coupons, une sorte de dividende des obligations, mais qui n'est pas sur les plus-values latentes. Alors que quand on le prend à travers cette enveloppe qui est l'ETF, pour le coup, on retombe sur ce que tu évoquais tout à l'heure, qui est la fiscalité sur les plus-values latentes. Donc là, pour le coup, il y aurait peut-être une petite optimisation possible là-dessus, sur les trois ETF obligataires, qui est d'aller vers des obligations en direct. Tout à fait. Et d'ailleurs, ta remarque, elle est juste à la fois sur les obligations, mais aussi sur les actions. En fait, les titres vifs, on détient une obligation ou une action en direct en dehors d'un fonds ou d'un ETF via l'impôt sur les sociétés. Là, effectivement, on me dirait pourquoi. Ne cherchons pas trop à comprendre pourquoi. Le traitement, il est différent et on va pas imposer sur les actions ou sur les obligations ce fameux gain latent. Il y a toujours des traitements un petit peu particuliers, notamment pour les obligations. Il y a une notion de prime de remboursement, parfois peut générer de la fiscalité au fil de l'eau. Mais effectivement,
l'essentiel de la fiscalité sur des obligues ou sur des actions, c'est les détachements de dividendes ou les détachements de coupons. Et là, on a la fiscalité au moment où on perçoit le revenu. En fait. On a ensuite une nouvelle enveloppe qui fait son entrée dans le patrimoine, qui est Vitis Life. Alors déjà, on voit beaucoup de verts sur le portefeuille, donc ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui a réussi à bien placer, quelque part, faire des plus-values en investissant. Vitis Life, donc c'est un assureur luxembourgeois, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et c'est un investissement qui a été fait à travers la holding. Ça va être un contrat de capitalisation. C'est quoi la fiscalité d'un contrat de capitalisation ? Et ben là, c'est clairement alors pas le complément ni l'opposé de ce qu'on vient de voir par rapport au compte titre, mais le contrat de capitalisation. Alors peut-être que certains connaissent déjà les assurances vie et les contrats de capitalisation pour les personnes physiques, mais nous, c'est vrai que, étant donné qu'on suit beaucoup de dirigeants d'entreprise d'une manière générale, ou en tout cas qui ont leur propre société holding comme outil d'investissement, on voit aussi beaucoup les contrats de capi dans les sociétés. Le contrat de capitalisation, en deux mots, déjà, il y a une relation juridique qui n'existait pas avec le compte titre, c'est qu'on rajoute un assureur dans la boucle. Et donc, en fait, le souscripteur d'un contrat de capitalisation, il ouvre une enveloppe juridique, il est créancier vis-à-vis d'un assureur, il va investir un montant de départ dans cette enveloppe qui peut y avoir des allers-retours, évidemment, il n'y a pas de débat par rapport à ça, ça dépend des assureurs, il faut bien les choisir aussi, hein. Mais l'idée, c'est d'avoir cette enveloppe qui va avoir juridiquement et fiscalement parlant un traitement fiscal particulier, enfin un traitement en l'occurrence particulier. Et fiscalement parlant, puisque c'était ta question par rapport au compte titre, là on a une règle fiscale qui est bien spécifique et qui en fait n'est pas du tout dépendante de ce qui se passe dans le contrat de capitalisation. Donc en un mot, le contrat de capitalisation, le traitement fiscal, il est un petit peu dérivé des obligations ou des choses un peu similaires dans les sociétés. En deux mots, on va avoir, indépendamment de ce qui se passe en termes de performance réelle dans le contrat, on va avoir tous les ans, à nouveau sauf des cas particuliers, mais on va avoir tous les ans l'imposition d'un gain forfaitaire qui est connu par avance et peu importe la performance que je réalise dans le contrat. Exactement. Donc si je fais 100% par exemple sur mon contrat, j'aurais déjà prédéfini quelque part un taux d'imposition. Exactement. En amont. Ok. Et ce taux d'imposition, en fait, le taux c'est le même, mais le gain qu'on va imposer tous les ans, celui-là il est forfaitaire et il va dépendre globalement du niveau des taux d'emprunt d'État. En ce moment, au moment où on fait le commentaire du patrimoine de cette influenceuse, on est à peu près à un taux de 4%, un petit peu moins de 4%. Okay. Donc là, pour faire la comparaison avec ce qu'on disait tout à l'heure, un ETF qui est investi dans un compte titre détenu par une société, performance de 10% par an, on a 10% de gains qui intègrent le résultat imposable de la société. Donc on peut avoir une vraie capitalisation, enfin des vrais intérêts composés en réalité dans un contrat de capitalisation. Exactement. Donc ça va plutôt être adapté, si on doit faire le comparo, finalement, c'est le compte titre plutôt pour du court, moyen terme ou des obligations et des actions en direct, et le contrat de capitalisation plutôt pour du long terme et sur lequel on a une stratégie qui est peut-être un peu plus dynamique, un peu plus offensive et sur lequel on va évidemment essayer de surperformer ces fameux 4% qui ont été faits. Exactement. Okay. La capitalisation, elle est relative. Plus on va chercher de la performance dans le contrat de capitalisation et plus il y a une capitalisation fiscale, contrairement au compte titre. Bon, là, il y a encore une fois eu des bons choix de gestion, avec des ETF qui ont très bien performé, d'autres un peu moins à l'heure où on se parle. Il y a un petit peu un brisqueur du coup, c'est que moi ce que je vois, c'est une obligation qui est datée en 2033, qui est dans le contrat de capitalisation, alors qu'elle devrait être l'optimisation pure, ça aurait été de la mettre dans typiquement. Dans ça, c'est des lignes de titres ou d'obligations en direct qui n'ont pas forcément leur sens dans les contrats de capi. Donc si on revient sur cette partie action, ensuite on va avoir des PEA. Ensuite, si on revient sur cette partie action et fonds, on va avoir en plus donc des deux investissements qui ont été réalisés à travers la holding, des investissements à titre personnel. Donc on a Before Bank qui est un PEA, qui a bien fonctionné, parce que le versement maximum que vous pouvez faire sur un PEA, c'est 150 000 €. Évidemment, rien n'empêche la valorisation de certains PEA de dépasser très largement ce montant. Et des PEA millionnaires, on en est aujourd'hui assez loin, mais on a quand même eu une belle progression de ce PEA qui vaut aujourd'hui 205 000 €, qui a des frais qui sont optimisés et des investissements qui sont jusque-là assez classiques, de l'US, de l'Europe, des émergents, un peu de France. Bon, il y aura sans doute un tout petit peu de corrélation, je pense, entre typiquement un CAC 40 et un Stoxx 600, mais on a en plus des lignes un peu complémentaires. J'aime bien cette utilisation de ce qu'on appelle la gestion active, donc le fait de payer un gérant qui peut coûter plus cher, mais qui apporte son intérêt sur certaines classes d'actifs. Typiquement, on a l'exemple parfait, les small et mid cap, ça fait sens de prendre un gérant. L'indice est souvent moins efficace que les meilleurs gérants de cette catégorie-là. Ensuite, on va avoir des micro-caps. Bon, voilà, il y a un intérêt pour les small et les micros. Voilà, c'est une très belle allocation, honnêtement, de PEA, qui a montré d'ailleurs sa valeur dans le temps, qui a bien performé. En termes d'enveloppe, on a ensuite Lynxea, donc là, ça va être des contrats d'assurance vie qui ont été ouverts, encore une fois, à titre personnel. On ne peut pas ouvrir de contrats d'assurance vie dans les holdings. Non, c'est dans les sociétés, comme on le disait, c'est uniquement les contrats de contrats de capitalisation. Et avec cette logique fiscale un peu particulière, l'assurance vie en perso, donc c'est uniquement disponible pour les personnes physiques. Et là, en l'occurrence, pour faire la comparaison, ça capitalise vraiment. Tant
qu'on ne fait pas des rachats sur le contrat d'assurance vie, il y a une vraie capitalisation, il n'y a pas de frottement fiscal, sauf petite partie fonds euros qui subit des prélèvements sociaux au fil de l'eau. Mais sinon, là, c'est une vraie enveloppe capitalisante. C'est des investissements qui sont peut-être plus marginaux. Alors, il y a des montants qui sont importants, mais qui sont plus marginaux au regard du patrimoine. Tu te proposes de passer sur la partie immobilière. Alors là, ok, non, l'immobilier est uniquement détenu par la holding. C'est intéressant. Ça veut dire que c'est donc un effort d'investissement qui a été fait sur les résultats qui a été générés par la société opérationnelle, qui ont été remontés et sur lesquels il y a probablement eu un effort d'épargne pour rembourser un crédit, de l'investissement immo. Je crois qu'on a un crédit. Je crois qu'on a 3 immeubles. On a 3 prêts. Donc si on va sur le premier immeuble, par exemple, donc là on est à 2000 € du mètre carré. Ok, c'est un bien locatif de 180 mètres carrés qui est en location annuelle avec des loyers. Peut-être plusieurs petits appartements, peut-être un petit immeuble. De façon plus générale, on voit des SCPI, certaines en nue propriété, d'autres en pleine propriété. C'est intéressant de le faire à travers une holding, ce type d'investissement? Ça dépend. Typiquement, les revenus immobiliers dans les sociétés, c'est vrai qu'on les aime particulièrement, notamment d'un point de vue comptable ou fiscal, quand c'est de l'immobilier en physique, immobilier détenu directement, parce que les 3 premiers biens là. Les 3 premiers biens, là, c'est vraiment de l'immobilier physique avec cette logique de loyer qui vont être un petit peu tamponnés, dont l'effet fiscal va être tamponné par l'amortissement des biens. Les parts de SCPI qui sont détenues par des sociétés à l'IS, comme ça s'amortit pas du tout. Donc, fiscalement parlant, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est pertinent de détenir des parts de SCPI dans une société holding comme c'est le cas là? C'est pas sûr. Même si d'un point de vue SCPI qui peuvent avoir des portefeuilles immobiliers, notamment en Europe, ça permet de réduire un petit peu la fiscalité parce qu'on va pas avoir que de la fiscalité côté France. Mais sinon, c'est vrai que c'est 25% d'IS qui viennent grever tous les ans en fait les revenus distribués par les SCPI. Donc on peut se poser la question. Et dans les autres actifs, alors là, on a un actif qui représente une taille importante du patrimoine, qui est un BNP iTrack série 39. C'est un CLN. Est-ce que ça te parle? T'en as déjà vu des CLN dans des portefeuilles de tes clients ou t'en proposais avant, peut-être en banque privée? Non, je trouve que ça reste une classe d'actifs qui est relativement rare encore. Surtout un peu sèche comme ça, c'est quand même une grosse ligne. C'est étonnant qu'il y ait eu un pari un peu significatif pris sur une seule ligne comme ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un CLN, ça se rapproche un tout petit peu de ce qu'on va pouvoir trouver sur les produits structurés. Alors il y a à boire et à manger. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aller sur une classe d'actifs aussi exotique pour 9% du patrimoine, 431 000 €, c'est plus que le PEA, c'est plus que quasiment la taille du contrat de capitalisation ou pas loin. Ça me paraît étonnant en termes de répartition. Il y a vraiment une très grosse conviction, mais ça me paraît beaucoup. Et ensuite, on a du private equity. Du private equity peut-être plus immobilier. Ouais. Le private equity immobilier va être traité en fait comme l'OPC, donc sur la fiscalité des plus-values latentes. Exactement. Donc pendant généralement les fonds de private equity de ce genre-là ou de club deal immobilier, ça génère peu de gains pendant les premières années de détention, mais par contre, c'est vrai que dès qu'il commence à y avoir des cessions ou des valorisations qui augmentent avec le temps, et là, à nouveau, on va retrouver cet effet fiscal. Tous les ans, on va devoir imposer le gain latent. Ça veut dire que fiscalement, quelque part, c'est moins grave d'aller vers du private equity en nominatif pur, c'est-à-dire avec une détention en direct, pas à travers un contrat de capitalisation, par exemple. Oui. Parce qu'en fait, on a cette fameuse, ce que tu évoquais, c'était la courbe en J. C'est-à-dire que la valeur des actifs, finalement, pendant les premières années du fonds, elle est assez faible. On a souvent même une décote, des fonds qui sont en moins-value. Bon, et après, évidemment, c'est d'avoir une progression qui est importante avec des multiples qui peuvent dépasser d'ailleurs x2 sur la durée d'investissement qui est souvent de 10 ans. On a un peu de crowdlending qui est fait à travers, encore une fois, la holding. De toute façon, l'immense majorité des placements sont portés par la holding. Donc avec des SCPI 1, 2 et l'ITA. Un tout petit peu de crypto, même si on en a vu dans le contrat de capitalisation. Alors, avec Revolut, Meria et Binance, il manque pour moi un acteur de référence. Et peut-être une petite correction à faire là-dessus. Elle y viendra. Exactement. Et des emprunts qu'on avait pu passer. Sur la partie questions. Plusieurs questions aujourd'hui. La première à laquelle on va répondre, c'est quel est mon patrimoine réel aujourd'hui? Alors, dans cette question, ce que je comprends, c'est que, bon, évidemment, on a la visu sur... et cette personne a la visu parce qu'elle est utilisatrice de Finari, elle a la visu sur son patrimoine. Je pense que sa question, c'est surtout fiscalement, aujourd'hui, je vois les 4,6 millions bruts. Si demain, je devais les monétiser quelque part, sortir de ma holding, quel est mon patrimoine aujourd'hui? Déjà, là, on parle d'un patrimoine brut. On a vu qu'il y avait quand même des emprunts. Donc, tout à fait. On peut pas les oublier, ces emprunts, parce qu'en plus, je crois qu'on est dans les premières années d'amortissement. Donc, il reste encore beaucoup de dettes. Donc, de 4,6 millions en brut, je crois qu'on se rapproche des 3,8 millions en net. Mais effectivement, ça, c'est encore dans la société. Et donc, c'est un point important. Ça faisait partie des gros objectifs de notre influenceuse. Le patrimoine qui est dans une société, potentiellement, il va subir un petit peu d'impôt sur les sociétés
société 6 fois, ça a généré du gain depuis. Donc ça veut dire que sur les 3 millions 8, on va enlever peut-être un petit bout d'impôt sur les sociétés. Ça dépend de comment les investissements ont été faits. Et puis surtout, en fait, après, si on parle de quel est le patrimoine en net, ça veut dire qu'on le traduit, c'est comme ça qu'on l'a traduit en l'occurrence, on le traduit en patrimoine personne physique. Donc c'est du patrimoine qui sort de la société. Et là, tu le sais, on a évidemment la fiscalité des dividendes ou les fiscalités de dissolution de société. Cette fois, on parle de faire table rase un petit peu de tout ce qui a été fait. Et là, aujourd'hui, c'est la fameuse flat tax. Donc entre ce qu'il y a dans la société, on enlève un petit peu d'IS, et puis derrière, ce qu'on peut récupérer à titre perso, globalement, on peut retenir un tiers, voire un petit peu plus aujourd'hui, entre patrimoine net dans la société et patrimoine net de flat tax en personne physique. Ok, et si on regarde en plus, finalement, ce qui est détenu en perso, dans les classes d'actifs que l'on voit, immobilier 100% holding, autres actifs 100% holding, crowdlending 100% holding, et crypto, on a une partie qui est détenue en perso, mais finalement, pas de liquidité, peut-être qu'elle n'a pas souhaité les mettre et les synchroniser. Finalement, il y a l'immense majorité du patrimoine de cette créatrice de contenu qui est détenu par sa holding. Est-ce que c'est un équilibre qui est souhaitable? Il est sans doute optimisé fiscalement. Est-ce qu'il est souhaitable? Notamment, vu son objectif de création de 7 000 euros finalement de revenus par mois. Ça dépend des situations. C'est pas évident d'être binaire en fait sur la réponse, parce que dans certains cas, c'est vraiment adapté. Dans d'autres, ça l'est pas forcément. Là, on est en train de se rendre compte en fait de la limite de la capitalisation dans la société holding, au moment où on a envie de matérialiser le patrimoine pour le récupérer à titre perso, ou matérialiser les revenus pour les récupérer à titre perso. Passe par la case impôt. Là, on passe par la case impôt. Donc, pour reprendre un petit peu les métriques qu'on évoquait tout à l'heure, 3,8 millions, on enlève un tiers, on se rapproche des 2 millions, des 2,8 millions. Donc, c'est pas forcément un mal en soi, parce que la société holding, elle a permis de capitaliser et elle a permis de créer un vrai beau patrimoine pour notre influenceuse. Peut-être que d'ailleurs, sans la société, le patrimoine, il serait pas là où il est aujourd'hui, avec l'immobilier qui se rembourse bien, peut-être. C'est un véhicule qui est hyper intéressant pour se constituer du patrimoine sur du long terme, mais on voit qu'on a souvent ce besoin de rééquilibrer parfois le patrimoine entre perso, entre société holding, et surtout là la projection, c'est ce besoin de revenus à terme. Donc c'est vrai que la question telle qu'elle est posée, mon patrimoine perso est bien plus faible, dois-je sortir plus de dividendes pour rééquilibrer? En fait oui, potentiellement la réponse peut être oui, ça peut être pertinent de sortir une partie des dividendes. La manière dont on le fait, on pourra en reparler. On n'est pas obligé de sortir un très très gros morceau d'un seul coup, parce que plus on sort un gros morceau d'un seul coup et plus on touche des niveaux de fiscalité qui sont importants. Parce qu'après la flat tax, on a la contribution exceptionnelle sur le revenu. Et c'est une contribution différentielle cette année. C'est une personne qui vit seule, donc c'est à partir de 250 000 euros. Ça rajoute, c'est 3%, c'est ça en plus sur le marginal? C'est 3% et ça passe vite à 4% quand on est en l'occurrence seul à au-dessus de 500 000 euros. 34%. Donc c'est un bon tiers, voilà, on se rapproche même des 38% quand on veut vraiment sortir la totalité de ce patrimoine et le récupérer en perso. Ok, pas forcément une bonne stratégie de vouloir absolument tout avoir dans la holding. Maintenant, ça fait sens quand on est dans une logique de capitalisation. Exactement. Ça a été pertinent. Pour pouvoir toucher ces 7 000 euros à terme, il va falloir absolument, dans tous les cas, qu'elle sorte de son patrimoine et qu'elle passe par la fiscalité, évidemment. Exactement. Et là, deux options. On conserve tout le patrimoine dans la société et on sort progressivement des dividendes, constituer ses revenus complémentaires. Ou alors, on panache un peu les solutions. On sort progressivement des gros morceaux de dividendes de la société pour après faire du placement à titre perso et puis multiplier les sources de revenus. Une partie dividende via la société holding, une partie rachat sur des assurances vie, mais cette fois-ci qu'on a récupéré en perso. Sa troisième question, donc là on a répondu à la première et la deuxième, sortir plus de dividendes, pas forcément tout de suite, et c'est vrai que ça vaut le coup de le faire progressivement pour éviter d'aller toucher ces taux marginaux qui peuvent dépasser parfois 34%. Et surtout si on craint potentiellement une hausse de la fiscalité. La flat tax, ça reste un tiers, ça reste important, mais si on se dit qu'on a touché un plancher et qu'on a plus de chances d'avoir une fiscalité qui augmente, ça peut être pertinent de sortir un petit bout aujourd'hui. C'est un vrai sujet parce qu'on réfléchit et on peut pas le faire autrement évidemment dans notre métier, mais à fiscalité constante, force est de constater que sur les dernières années, ça n'a jamais été une fiscalité constante. Ah, c'est même l'opposé en France généralement. Sa troisième question, elle concerne le lombard. Alors, à la fin, un lombard, donc pour ceux qui ne savent pas, l'utilisation du crédit lombard, donc c'est un crédit qui est octroyé non pas sur votre capacité de remboursement avec vos cash flows, mais plutôt par rapport à votre patrimoine. Donc on vous prête une fraction de votre portefeuille. Et elle peut contracter plus, je peux aller jusqu'à 500 000 euros quand pensé en plein ATH. Alors c'est une très bonne question, je suis allé sur son emprunt, donc c'est généralement le crédit lombard, un crédit qui coûte assez cher mine de rien. C'est un crédit qui va vous coûter entre 3 et 4%, et c'est un crédit qui est souvent octroyé avec un taux variable, plus une marge qui est fixe de 0,5 à 1%, parfois un peu plus, 1,5%. Donc ça peut vous coûter 4%, et ça va
va dépendre du taux sans risque qui est aujourd'hui à 2%. Donc, si on regarde, sa question, c'est est-ce que je devrais, donc je peux aujourd'hui, vu la taille de mon patrimoine, aller chercher un peu plus d'endettement? Est-ce que je dois le faire maintenant, sachant que les marchés sont au plus haut? Alors, on a une vidéo qui est sortie et qui traite ce sujet-là. Les marchés sont au plus haut, oui, mais ils l'ont souvent été et ils vont l'être probablement encore pendant des années. On ne fait que battre des plus hauts. Moi, la stratégie que j'ai sur le Lombard, et je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, Romain, c'est qu'en fait, s'il est fait à travers une société, on ne sait pas aujourd'hui si ce Lombard, on va pouvoir regarder, mais si ce Lombard, il est fait à travers une holding, finalement, les crédits immobiliers, il n'est pas rattaché. Mais on peut imaginer qu'il est fait à travers une holding parce qu'aujourd'hui, le patrimoine, il est plutôt détenu. Le patrimoine financier, la seule façon d'aller chercher du Lombard, c'est le patrimoine financier, ou presque. Aujourd'hui, si vous le faites à travers votre holding, donc vous investissez à travers votre holding, vous obtenez un crédit Lombard à travers votre holding, les intérêts de ce crédit, c'est 100% d'intérêt, in fine, que vous remboursez à la fin. 100% des intérêts sont déductibles de l'impôt sur les sociétés. Donc vous venez réduire votre résultat. Fiscalement, c'est une stratégie qui est intéressante. Est-ce que tu as vu d'autres applications, typiquement du crédit Lombard? Qu'est-ce que tu penses du crédit Lombard, notamment dans le cadre d'une holding? Ça peut être en fait un très bon outil. Globalement, le sujet de la dette, c'est toujours un bon outil d'un point de vue patrimonial. Par rapport à ce que tu viens de dire, la déduction des déductibilités des intérêts, déjà, on le rappelle, pour une personne physique, ça serait pas possible. À nouveau, les grosses différences, tu vois, le raisonnement est pas du tout de la même manière. Un Lombard fait par une personne physique pour réaliser des investissements financiers divers et variés, les intérêts, ils se déduisent de rien du tout. Donc, fiscalement parlant, c'est sûr qu'il y a un intérêt à encapsuler tout ça dans une société, premièrement. Et puis après, en fait, c'est un outil qui peut être utilisé dans plein de situations. Ça permet de dégager des liquidités pour réaliser différents projets patrimoniaux, professionnels, peu importe. Et ça permet surtout de dégager des liquidités à un moment où peut-être on peut pas tirer sur certaines classes d'actifs. Des classes d'actifs, comme on a commencé à le voir, qui sont illiquides, que ce soit sur de l'immobilier, du private equity, donc du temps long. Potentiellement, on a envie d'utiliser une partie de ce patrimoine, sauf que c'est illiquide. Et donc, ça permet en fait de mobiliser et d'avoir en termes de disponibilité des liquidités pour réaliser d'autres investissements. On a un Lombard de 167 000 euros qui est fait à travers la holding et qui est basé sur le compte titre, donc le compte titre Swissquote. Ce qui est dommage, et là, ça aurait été peut-être un axe d'amélioration, c'est peut-être de renforcer le contrat de capitalisation et d'utiliser ce crédit Lombard en se basant, donc en nantissant le contrat de capitalisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contrat de capitalisation, comme l'a expliqué Romain, on a une fiscalité qui est prévisible. On a des intérêts en face sur un crédit Lombard qui permettent de déduire cette fiscalité qui est prévisible. Là où, sur un compte titre, fiscalité assez imprévisible qui dépendra du coup de la performance des actifs. Moi, j'aurais plutôt tendance du coup à utiliser le contrat de capitalisation pour nantir et obtenir un crédit Lombard. Quant à la décision d'investissement, moi, je le ferai pas aujourd'hui. Pour une raison qui est simple, c'est qu'avoir de la marge, voire augmenter, je dirais, sa capacité d'emprunt et aller lever encore un peu plus de crédit Lombard, c'est intéressant, notamment quand les marchés baissent. C'est une possibilité que peut s'octroyer quelque part l'investisseur de réinvestir alors même qu'il est 100% investi. Et donc, moi, j'utiliserai cette technique d'aller chercher un peu plus de crédit Lombard si on a une baisse des marchés pour être réactif et quelque part abaisser le point d'entrée et le prix de revient unitaire. Mais uniquement en cas de baisse de marché, je le ferai pas aujourd'hui sur un marché qui continue à augmenter, à part si on a une conviction particulière et qui est très forte sur le marché. Typiquement, 2020, demander un crédit Lombard en mars 2020, après la baisse, ça fait sens. Et après une baisse de 10%, une correction, peut faire sens d'aller demander un crédit Lombard, peut-être pas sur une phase d'augmentation continue sur 3 ou 4 ans. Puis en plus, là, on est peut-être pas forcément dans la bonne phase d'investissement au sens patrimonial du terme, parce que là, notre influenceuse, elle se projette plutôt sur j'ai créé du patrimoine, j'ai créé de la valeur, et je veux mobiliser cette valeur pour générer du revenu complémentaire. Donc la dette, le Lombard, dans ce contexte-là, est-ce que c'est vraiment le bon outil? Et c'est pas sûr. T'as raison, si on le remet en face de l'objectif qui est 7 000 euros par mois net, c'est plutôt se créer justement un effort d'épargne supplémentaire parce qu'il va falloir payer les intérêts de ce Lombard tous les trimestres. Et on immobilise une partie de l'actif financier qu'on peut plus forcément monétiser comme on veut, donc ouais, c'est pas sûr que ce soit forcément pertinent. Ok. Sur la partie des biens immobiliers, quel bien dois-je vendre en premier et quand? Bon, on sent qu'il y a un sujet, je pense, de l'immobilier, c'est évidemment pas un placement qui est passif. Bien au contraire, soit on paye finalement très cher pour son investissement passif, et dans ce cas-là, c'est pas un investissement qui est rentable, soit on s'en occupe soi-même, et dans ce cas-là, c'est vraiment un placement actif sur lequel il faut être présent. Donc là, on voit qu'il y a une vraie volonté de vendre. C'est des actifs qui sont détenus par la holding. Aujourd'hui, à première vue, c'est quoi ta grille d'analyse pour savoir s'il faut vendre un bien immobilier ou pas? Cette grille, on a une grille qui est un peu générale, je pense, pour tout le monde, pour n'importe quel type d'investisseur, avec tout un tas de paramètres qu'on peut intégrer dans la réflexion. Mais en fait, on va venir pondérer, tu vois, l'importance, je pense, des paramètres en fonction des investisseurs. Là, on l'a vu, notre influenceuse, elle a démarré par l'immobilier, mais aujourd'hui, elle se rend compte que c'est une classe d'actifs qui est vraiment une source de stress hyper importante pour elle. Avec malheureusement, dans certains cas, ça se passe bien l'immobilier, mais dans d'autres un peu moins. Elle parlait même de rats, je crois, dans certains de ses immeubles. Donc,
L'aspect, on va dire, les paramètres qui sont vraiment économiques et financiers, c'est regarder la qualité des actifs, la rentabilité via Finari en l'occurrence. Vous avez la partie rentabilité qu'on peut voir. Pour celui-là, en dessous, on a 6,46 de rentabilité. Les autres actifs immobiliers, je crois qu'on est autour de 8 et un autre un peu moins. Ouais, 8,68, c'est un bon rendement. Ça, c'est des beaux rendements. Donc ça, forcément, c'est un paramètre qui est hyper important à intégrer. La projection de plus-value, ça, c'est évidemment quelque chose. Alors, c'est pas forcément évident d'avoir de la visibilité avec les infos dont on dispose. Ça va dépendre beaucoup de la localisation du bien, de la dynamique de l'emplacement. Mais donc, il y a un mélange en fait entre le raisonnement de la rentabilité, la projection de plus-value, et puis finalement, en fait, quel est le temps que je consacre au suivi de cet investissement, quelle est la source de stress qui est générée par cet investissement. Et puis là, en l'occurrence, un point qui est très important, c'est que c'est des actifs immobiliers qui ont été acquis avec de la dette. Tout à fait. Donc l'un des premiers sujets à regarder, c'est est-ce que en fait, on a une opération qui s'autofinance. Donc, dans un contexte typiquement de société, c'est assez pertinent d'acheter de l'immobilier avec de la dette parce que avec les règles fiscales dont on commençait à parler tout à l'heure, en fait, ça permet de faciliter le remboursement des emprunts. Mais quand on est dans une situation où c'est vraiment source de stress, malgré le fait que les trois opérations là, de notre influenceuse elles semblent plutôt bien s'autofinancer, il y a potentiellement un tri à faire entre quels sont les biens qui potentiellement sont moins rentables que les autres et puis finalement mettre en parallèle l'aspect économique avec l'aspect émotionnel qui est vraiment important pour elle. Regardez aussi dans une logique, alors là on voit que ça a dû être, les biens immobiliers ont dû être acquis finalement assez peu de temps parce qu'on voit qu'il y a des taux qui sont quand même assez élevés. Alors, ouais, 2 sur 3, toujours une petite cote supplémentaire pour les sociétés quand il y a une acquisition qui est faite par les holdings. Les banques choisissent une marge plus importante, un taux de recouvrement qui est plus compliqué quand un crédit par exemple fait défaut à travers et qu'il a été souscrit par une société. Là on voit que les taux d'intérêt 4,65%, c'est pas rien. Pour réussir à générer du cash flow et finalement autofinancer, il faut aller chercher quand même un certain nombre de revenus net fiscal important. Et je crois d'ailleurs, parce que c'est la partie taux d'intérêt, c'est vrai que c'est extrêmement important à intégrer dans l'analyse de la qualité d'investissement. Et en fait, si je me trompe pas, je crois que aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, l'actif immobilier qui a le taux d'intérêt le plus important, on pourrait se dire le taux il est tellement important que ça nous plombe complètement la rentabilité du bien. En fait, je crois que c'est l'actif, celui-là est déjà très bien. Et je crois que c'est celui qui a le taux d'intérêt le plus important, c'est celui qui a la meilleure rentabilité. Intéressant, ok. Donc, ne pas forcément s'arrêter en fait à un niveau de taux d'intérêt, un taux d'emprunt qui est important. Dans certains cas, quand l'investissement est vraiment rentable parce que l'emplacement est bon, parce que les revenus locatifs sont bons et la projection de prise de valeur est bonne, en fait, même avec un taux d'intérêt, un taux d'emprunt qui est important, ça peut vraiment valoir le coup. Ok, donc l'objectif finalement de sortir de cet immobilier, c'est réduire les désagréments, la charge mentale, essentiellement chronophage, mais aussi simplifier la gestion et le réallouer vers d'autres classes d'actifs. On pourrait aller par exemple vers plus de financiers. Ton message quand même, il est assez clair, c'est pertinent de sortir en partie pour ces raisons-là, mais pas forcément vendre tout. Tout n'est pas à vendre là aujourd'hui dans le patrimoine de cette influenceuse. Surtout sur la partie immobilière qui est rattachée à de la dette, il faut être réaliste. On parlait tout à l'heure de patrimoine brut versus net. Là, la réalité, c'est que si on sort de ce patrimoine immobilier physique, en net, il va pas rester encore grand-chose parce que c'est des opérations qui ont été faites il y a pas longtemps. Donc, ça va pas matérialiser un gain vraiment significatif, mais par contre, ça va économiser peut-être quelque chose qui est encore plus important, à savoir la source de stress qui en dégage. Et si après, il y a des arbitrages à faire sur la partie immobilière, c'est peut-être plus sur la partie SCPI qu'on évoquait tout à l'heure. Y a-t-il des optimisations fiscales à prendre en compte dans mon cas? Alors, on a un peu répondu déjà à cette question, c'est-à-dire que finalement, c'est déjà assez optimisé fiscalement, assez peu d'imposition quand on a un salaire qui est de 3 800 € qui permet finalement uniquement de traiter le reste à vivre et que tout l'investissement se fait avec la holding, la marche pour aller vers 7 000 €, quelque part, elle est quasiment déjà atteinte. Ça, c'est sûr que l'aspect un petit peu indépendance financière, dont on parlait tout à l'heure, c'est déjà en très bonne voie. Et puis, c'est vrai que la partie optimisation fiscale, en fait, il y en a pas tant que ça. Là, tu as raison, on a réussi à constituer un patrimoine qui est important avec ce véhicule de capitalisation qui est la société holding. Maintenant, une fois que ça s'est fait, en fait, le plus dur est fait. Et donc après, c'est pas tant de l'optimisation, c'est plus des ajustements un peu à la marge. On parlait tout à l'heure du choix des bonnes enveloppes dans la société en termes de placement. Utiliser le contrat de capitalisation pour certaines natures d'investissement ou le compte titre pour d'autres. Nous, on aime bien les
les compléter comme ça et les combiner. Ça peut être dans la société, tu vois, c'est plus de l'ordre de l'ajustement. Et puis après, au sens équilibre patrimonial global, on parlait tout à l'heure de sortir peut-être une partie des liquidités qui sont détenues dans la société. Donc, à nouveau, là, c'est plus de l'ajustement. Là, notre influenceuse, elle a maximisé l'effet capitalisation pour se créer du patrimoine. Aujourd'hui, le patrimoine, il est hyper intéressant. Et aujourd'hui, l'ajustement en termes pro-perso, c'est peut-être ce rééquilibrage, tirer une partie de ce patrimoine de la société, mais c'est plus de l'ajustement que de l'optimisation. Et la question, alors celle-là, elle revient très régulièrement. Faut-il expatrier l'ensemble de mon argent, comme par exemple avec de l'assurance vie luxembourgeoise, et est-ce que c'est 100% légal? Alors, je vais répondre très directement, oui, c'est 100% légal. En tant que résident fiscal français, finalement, la fiscalité, c'est celle d'un contrat d'assurance vie classique. Ce qu'il faut simplement faire, c'est déclarer ses actifs comme étant des actifs à l'étranger. Comme n'importe quel compte, d'ailleurs, qui est détenu ce qui est fréquent, en Irlande, en Angleterre, en Espagne, peu importe, il faut le déclarer. Luxembourg n'est pas un paradis fiscal. La fiscalité, il n'y aura aucune optimisation à ouvrir un contrat luxembourgeois, ce sera simplement une protection, je dirais, supplémentaire. Moi, j'aime bien le voir comme, quelque part, une diversification du risque dépositaire. Je vais m'expliquer, mais souvent, dans les clients qu'on rencontre chez Finary One, quand on fait le premier état des lieux qui est quels sont vos investissements, un peu c'est une analyse de patrimoine finalement, on remarque quoi? Qu'il y a de l'immobilier en France, une société qui opère en France, un PEA dans une banque française, et finalement, tout le patrimoine est investi en France. Alors, cerise sur le gâteau quand on a uniquement du stock 600 ou du CAC 40 dans les allocations financières, mais il faut voir la diversification sur tous les plans. Il sera très souvent localisé en France. Comment est-ce que j'arrive, du coup, sur le reste, qui peut être optimisé, à le diversifier vers d'autres zones géographiques? Moi, mon conseil, c'est, quand c'est possible, d'aller utiliser de la diversification, notamment à Luxembourg, qui est aujourd'hui assez pratique et facile à mettre en place, que ce soit sur un compte titre ou encore un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation pour la holding. On passe maintenant à la dernière question qui nous est posée. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un pied-à-terre à Paris, sachant que je ne me projette pas à long terme ici? J'ai l'impression que la réponse est un peu dans la question. Clairement, en tout cas, posé comme ça, en fait, je pense que là, c'est plutôt, d'un point de vue économique ou patrimonial, on sait que les pieds-à-terre, c'est pas forcément une très bonne idée. C'est plus du confort, c'est ça? Oui, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir la question. Si c'est un vrai, à nouveau, la partie émotionnelle qu'on évoquait pour les actifs immobiliers déjà acquis, on peut l'avoir exactement, on peut l'utiliser exactement pour répondre à cette question. Si c'est un vrai confort, pourquoi pas, mais ça va mobiliser du capital. Ça va générer tous les coûts et les frais d'entretien classiques qu'on a avec un actif immobilier. Donc, c'est plutôt de l'aspect confort émotionnel là. Romain, je te propose de conclure avec la question qui nous a été posée, qui est aujourd'hui, mon objectif, c'est obtenir 7 000 € net par mois. Est-ce que je peux le réaliser? Alors, avec une petite marge et quelques ajustements, notamment au niveau du choix des enveloppes fiscales pour la holding, sujet du crédit lombard, il y a quelques petites améliorations. Aujourd'hui, à date, et en regardant le patrimoine de cette influenceuse, est-ce que c'est possible d'aller chercher 7 000 € net par mois? La réponse est clairement oui. Alors après, comme tu disais, avec des petits ajustements par-ci par-là, mais quand on regarde dans les grandes masses, rien que la partie déjà financière qui peut être utilisée pour tirer du revenu complémentaire, on a 2 millions d'euros dans la société holding. Des 2 millions d'euros, ça dépend des hypothèses de rendement, mais si on prend une hypothèse de rendement qui est d'ailleurs plutôt conforme au portefeuille qu'on voyait tout à l'heure, une hypothèse de rendement de 7% par an, sur du 2 millions d'euros, ça nous génère 140 000 € de revenus dans la société. Pourquoi 2 millions d'euros versus 4 millions? Parce que là, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est étant donné qu'on va vouloir tirer des revenus complémentaires, la réalité, c'est que les revenus complémentaires, on peut pas les tirer de toutes les classes d'actifs. Bien sûr. Donc, typiquement, l'immobilier physique, il va servir les loyers de l'immobilier physique vont servir à rembourser la dette. Donc là-dessus, il n'y a pas de flux de revenus positif. Les SCPI, on a vu tout à l'heure qu'il y a certaines lignes de SCPI qui sont en nue propriété, que ça répond à une stratégie qui n'est pas de revenus qui sont distribués. Pas de revenus complémentaires. La petite partie de SCPI complémentaires, on va le voir, génère un petit peu de revenus, mais je crois que c'est de l'ordre de à peu près 400 € qu'on peut tirer après fiscalité, tu vois, de la société et flat tax. Donc en fait, on enlève l'immobilier physique, on enlève une bonne partie des parts de SCPI, on enlève tous les fonds d'investissement à long terme de type private equity ou club deal immobilier qui, dans 10 ans, permettront de générer du revenu complémentaire. Mais on prend que le financier finalement. On prend que la partie qui est financière mobilisable. Et donc ça, c'est le gros de la source, de revenus complémentaires pour notre influenceuse. Et donc, rien que déjà, quand on regarde sur cette base-là, 2 millions d'euros, 7% de rendement par an, ça nous fait à peu près 140 000 € de revenus dans la société. On enlève les fameuses couches fiscales qu'on évoquait tout à l'heure, 25% d'IS, puis un bon tiers en matière de flat tax, et il reste globalement du 6 000 € net par mois. Donc l'objectif de notre influenceuse qui est d'atteindre une indépendance à partir de 7 000 €, on voit qu'on a un tout petit delta. On a parlé des CPI qui rajoutent à peu près 400 €
de net dans la poche par mois. Et donc en fait, après on voit qu'avec tous les placements qui sont réalisés par ailleurs, qui vont se déboucler au fur et à mesure, plus les poches de liquidité, PEA, assurance vie qui sont en perso, finalement on est déjà à cette indépendance financière de 7 000 € par mois. C'est donc une excellente nouvelle. Mission accomplie pour cette influenceuse. Ouais, bravo. Les 7 000 € par mois sont déjà techniquement atteints. Félicitations pour le patrimoine qu'elle a réussi à construire à 33 ans, absolument stratosphérique. C'est une belle réussite. Donc félicitations à elle. Merci Romain pour cette analyse de patrimoine et tous tes insights. C'est très intéressant. Avec plaisir Quentin. À très vite. Pour tous ceux qui se posent la question, eh bien, les services de Finary One sont accessibles à partir de 500 000 € et mon équipe d'anciens banquiers privés, mais aussi d'ingénieurs patrimoniaux, sera ravie de vous accompagner et de faire ce travail d'analyse de patrimoine pour vous. À très vite sur la chaîne YouTube. Au revoir.